À toi, enregistre. Ok, j'enregistre. C'est parti pour moi. Voilà. Donc, je commence par te présenter et je commence aussi par dire que, exceptionnellement, ce soir, on va devoir arrêter à 19 heures parce que Pierre doit partir. Et si vous avez des questions à poser, il faudra les J'entends poser pas, un petit peu avant, pas ici. autour. Donc, s'il vous plaît, éteignez vos sons. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que je vous entende. Il faudra les poser autour de 18h45. Comme ça, il pourra s'arrêter et répondre aux questions. Très bien. Alors, ensuite, je voudrais présenter Pierre qui nous fait l'honneur et le plaisir de consacrer un petit peu de temps pour nous parler de l'icône dont il est le spécialiste. Et je te présente Pierre. Tout d'abord, tu es un ami que je connais maintenant depuis très longtemps, que j'ai recruté à la cafette de la fac il y a maintenant presque, oui, 20 ans, hein, pour participer à l'enseignement dans le master religion et société. Et tu es en enseignant, donc dans le département d'art plastique. Alors, ça serait bien que tout le monde ferme son micro parce qu'il y a vraiment des choses bizarres. Euh, voilà. Alors, et tu as deux thèses, puisque tu es à la fois diplômé de l'Institut français de restauration des œuvres d'art, qui est maintenant à l'École du patrimoine, hein. Et donc ensuite, tu as une thèse donc d'ingénieur en physique, chimie appliquée à la peinture pour pouvoir justement restaurer des œuvres d'art. Et tu as ensuite une thèse en art plastique euh, que tu avais intitulée L'œuvre peinte et sa matière. Et tu en as fait, je pense, un livre ensuite que tu as dû retravailler la thèse parce qu'on publie rarement une thèse texto, que tu as intitulé Le métier du peintre. Voilà. Et comme on peut voir derrière toi en ce moment, tu ne t'intéresses pas qu'à la peinture, mais évidemment aussi à la musique, puisqu'on voit beaucoup d'appareils derrière toi. Et tu m'as expliqué que ta recherche partait, passait hein, par la théorie, la pratique. Tu travailles aussi beaucoup sur la danse et régulièrement tu nous envoies d'ailleurs des vidéos de chorégraphie, de concerts, etc. Voilà. Alors, ma première question, comme celle que je pose absolument à tout le monde, c'est comment, alors pas comment tu es entré en religion, mais quasiment, comment t'es-tu spécialisé dans l'étude de l'icône? Bien, merci Bernadette pour cette petite présentation. Bonsoir à tous. Je vais être très content de parler pendant une heure d'un sujet qui me plaît beaucoup, qui est l'image religieuse chrétienne qu'on appelle l'icône. Alors, l'icône, elle vient de loin pour ce qui me concerne. D'abord, c'est une expérience pratique. Il y a très très peu de gens qui savent faire des icônes vraiment dans la vérité de l'icône, hein. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Et j'ai eu la chance dans ma formation de faire des icônes vraiment selon le processus. Ce qui m'a beaucoup marqué parce que je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais nous avons l'habitude dans la société qui est la nôtre de faire des objets. C'est vraiment ce qui nous détermine, hein, je crois, homo faber, hein. Et l'icône inverse le processus. Vous ne faites pas une icône, vous êtes fait par une icône. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans une forme extrêmement puissante qui va vous diriger du début jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, pour moi, c'était une expérience très intéressante de ne pas être un artiste, pas du tout, mais un exécutant. Et un de mes rêves, c'est de donner des formations d'icônes où on ferait vraiment cette expérience-là. C'est une expérience que tout le monde peut faire et qui marque tout le monde. Il faut comprendre, c'est déjà une première ouverture, que l'icône a été ce qu'on pourrait appeler une forme. C'est quelque chose qui pour nous est très archaïque et inconnu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous informer au sens ancien du terme, c'est-à-dire non, elle vous informe, non pas au sens où elle vous dit des choses, mais elle vous fait des choses. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. La fabrication d'une icône ne laisse pas indemne, tout le monde peut en faire, et tout le monde va jusqu'au bout de l'icône. Il y a vraiment un processus. Donc techniquement, c'est très important. Et puis, quelque chose qui est très impressionnant aussi pour moi, c'est que j'adore le visage humain, je fais beaucoup de portraits, et que lorsqu'on a une grande familiarité du visage humain, lorsqu'on aime le visage humain, lorsqu'on lit sur le visage humain aussi, je lis beaucoup Lévinas, qui est le grand philosophe du visage humain, eh bien, on se rend compte qu'il y a dans tout visage une présence de l'icône. Donc, à la fois l'expérience de la fabrication de l'icône,
L'expérience du regard porté sur mes prochains m'amène à regarder les icônes. Voilà ce qui m'a amené à ce sujet d'étude. C'est des objets qui sont très difficiles à voir pour nous, parce que assez complexes, très très loin de notre société, mais qui me semblent tout à fait fascinants. Alors, il faut préciser, pour que mon propos soit clair, que l'icône telle que je le comprends, c'est une icône stricte de stricte iconographie, c'est-à-dire entre le 5e, 6e et le 12e siècle. Après, c'est d'autres choses. Après, je peux expliquer comment ça fonctionne, hein. Il y a vraiment un fonctionnement de l'icône, mais voilà ce qui m'a amené à l'icône. À la fois l'expérience de sa fabrication et l'expérience, pour parler un peu comme Lévinas, du visage du prochain. Voilà. Parfait. Et alors, est-ce que tu peux justement, tu viens de donner quelques repères chronologiques, hein, puisque tu t'intéresses aux icônes des premiers siècles, mais est-ce que tu peux nous donner justement l'origine de l'icône, puisque si on est dans le champ des commandements divins, hein, dans le premier, dans l'Ancien Testament, on ne devrait pas avoir de représentation figurée de tout ce qui est dans le ciel, ni même de ce qui est sur terre, ni même de ce qui est en dessous de la terre, etc., dans les eaux, etc. Ça, c'est dans les 10 commandements. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement d'abord les origines de l'icône et aussi ensuite, est-ce qu'on parle forcément de l'icône dans le contexte du christianisme orthodoxe, byzantin, ou est-ce qu'il y a autre chose? Je sais que tu vas répondre amplement. Alors, effectivement, l'icône, a priori, parler d'icône chrétienne, c'est un oxymore. S'il y a une religion qui interdit l'image, c'est évidemment la religion chrétienne. De toute façon, les trois grandes religions du livre, toutes les trois, interdisent la représentation. On en a d'ailleurs, malheureusement, avec l'actualité, des exemples brûlants, hein. On sait que c'est un interdit très fort, notamment dans l'islam, hein. Ça, on sait ce qui s'est passé par rapport aux représentations du prophète. Alors, il faut être un petit peu long, là, j'en suis désolé, mais si on veut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre d'où vient cet interdit et quelle est la solution pour faire des images, attention à ce que je dis, qui vont respecter l'interdit. Car il faut être très précis. L'interdit est un interdit de la représentation. Ça n'est pas un interdit de l'image. Et c'est là que l'icône va pouvoir advenir. Alors pour cela, il va falloir que je sois un tout petit peu long pour comprendre ce qui se passe. Et c'est peut-être l'apport des arts plastiques d'avoir compris un petit peu ce qui se passait au niveau de l'icône. Alors il y a énormément de débats théologiques autour de la fabrication des icônes, énormément de querelles, on le sait. Il y a des querelles entre les iconodules et les iconoclastes. Et on sait que ces querelles pourront être très violentes. Elles pourront, si vous voulez, aller jusqu'à la mort d'ailleurs des fabricants d'icônes, jusqu'à la destruction des icônes. Il y a des crises iconoclastes qui vont consteller toute l'histoire du christianisme. Mais je vais laisser tout le versant théologique, tous ces débats-là. Alors, bon, il y a des très bons livres là-dessus. Moi, je suis plasticien. Ce dont je vais vous parler, c'est la solution plastique, la question plastique. Pourquoi l'interdit de l'icône? Et comment est-ce qu'on va quand même, pourquoi l'interdit de l'icône, croit-on, et pourquoi on va quand même faire des images? Pourquoi est-ce qu'on interdit la représentation, excusez-moi, on va dire icône, et pourquoi est-ce qu'on va quand même faire des images? Alors, il faut être très précis. D'abord, il faut comprendre d'où vient l'interdit. C'est assez simple. La religion chrétienne, c'est une trilogie. Il faut être attentif aux mots. C'est un créateur, une création, une créature. C'est une religion avec trois étages, en quelque sorte, un Dieu absolument transcendant, une création qui n'est pas Dieu, il y a le créateur et la création, un monde sensible, différent de Dieu, et une créature consciente, qui est l'homme, et ces trois étages sont très très bien séparés dans la religion chrétienne. Hein. Il faut imaginer en haut, moi je fais souvent le schéma en cours, hein, en haut le Dieu transcendant, en dessous le monde sensible, et sur le monde sensible, eh bien, le sujet, nous, les créatures. Bon, on distingue très bien ça, on n'est pas dans un polythéisme, on n'est pas dans un panthéisme. Et à partir de là, il est évident que ce Dieu qui est au-dessus de la création, qui n'est pas non plus mélangé aux hommes, n'est pas dans l'Antiquité grecque ou romaine, eh bien, ne peut pas être représenté, puisque ça reviendrait à mettre Dieu là où il n'est pas, à savoir dans le monde sensible. L'interdit de la représentation
qu'on a dans les trois grandes lectures, les trois, pardon, excusez-moi, religions du livre, c'est tout simplement l'interdit de mettre, je prends les termes de l'époque, l'infini dans le fini, le suprasensible, on va employer ce mot-là par facilité, dans le sensible. On comprend que, eh bien, ça ne marche pas. Hein. On sait que, par exemple, au Moyen Âge, vous avez quelque chose qui est très important, qui est la théologie négative. Qu'est-ce que Dieu? Dieu n'est pas grand, Dieu n'est pas gros, Dieu n'est pas ci, etc., etc. On ne peut pas le définir par des caractères sensibles. Donc, c'est très important de respecter cet interdit de la représentation. Voilà ce qui explique l'interdit. Donc, à partir de là, on pourrait se dire, eh bien, les hommes ne peuvent pas faire d'images. Ça n'est pas possible. Comment faire des images lorsque, eh bien, elle interdit la représentation? Et c'est là que les arts plastiques sont intéressants. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, que peu de gens ont travaillé à ma connaissance, c'est qu'en vrai, lorsque nous parlons de monde sensible, lorsque nous parlons du visible, nous parlons en vrai de deux choses. Il y a ce que nous voyons, nous voyons des choses, mais ce que nous voyons, eh bien, en vrai, est double. Quand je regarde votre visage, Bernadette, ou quand je regarde le visage de certains des participants, je vois effectivement la forme sensible de tout un chacun, je vois vos visages. Mais je ne vois pas que ça. Je vois aussi autre chose. Je vois ce que les cogniticiens appellent des prototypes. Qu'est-ce que c'est qu'un prototype? Eh bien, l'exemple que je donne toujours, c'est le dessin enfantin 0 plus 0 égale la tête à Toto. Lorsqu'on est petit, on a tous fait cette petite boule avec un plus, deux ronds et un égal. Eh bien, on a tous vu dans ce petit schéma, eh bien, un visage humain. Et tout homme, de toute condition, de toute culture, si on lui montre une tête à Toto, eh bien, va reconnaître le visage humain. Pourquoi est-ce qu'on le reconnaît? Parce que nous avons tous en nous, depuis notre naissance, ce que les cogniticiens appellent donc des prototypes, c'est-à-dire un certain nombre de petits schémas élémentaires qui nous permettent de reconnaître les choses. Lorsque je vois un visage humain, eh bien, je vais tout de suite le reconnaître, même si je ne l'ai jamais vu, parce que j'ai en moi le prototype, autrement dit la tête à Toto, qui va me permettre de faire ce visage, de reconnaître, pardon, ce visage singulier. Pareil, si je vois une fleur dans la nature, j'ai le prototype de la fleur en moi qui va me permettre de reconnaître la fleur. Pour toute chose visible, j'ai dans mon cerveau un stock de prototypes qui va me permettre de ne pas être dans un monde cauchemardesque, où je n'en connaîtrai rien, mais dans un monde où je vais toujours pouvoir comparer le singulier qui m'apparaît à l'universel du prototype qui est en moi et qui me permet d'être dans un monde que je reconnais. Or, si je reviens à l'icône, je n'ai pas le droit de représenter. Je n'ai pas le droit de représenter Saint-Pierre, Saint-Paul, etc., pour ne pas leur donner des attributs qui seraient de mon fait, pour ne pas réduire quelqu'un qui est irréductible à l'idée que je m'en fais à un simple schéma, pour éviter, autrement dit, sur le terme de l'époque, le péché de l'idolâtrie, c'est-à-dire remplacer quelqu'un par son image. Mais si, au lieu de dessiner quelque chose de sensible, je fais un prototype, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas une personne sensible sur mon icône. J'ai simplement l'idée de cette personne. Alors, pour que mon propos soit clair, je vais tout de suite, si vous voulez, vous montrer une image d'icône. Alors, je fais ça en cours de manière plus longue, plus circonstanciée. Alors, on va aller là. Est-ce que, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez les icônes que je viens de mettre? Les deux martyrs du 5e, 6e siècle. Est-ce que vous les voyez? Bernadette, c'est bon? Je t'entends pas, pardon. Oui, on les voit. Très bien, merci. Voilà, il faut que tu cliques bien juste sur ton PowerPoint. Sinon, on voit également ton mail. Quand tu fais partage d'écran, tu dois cliquer sur ton PowerPoint. Sinon, on a accès à tout ton mail. Oui, il n'y a rien de trop compromettant. Alors, surtout le PowerPoint, pardon, excusez-moi. Arrête le partage. En haut, tu fais arrêter le partage. Ouais, Voilà. alors, Et je là, clique. puis tu fais partage, mais tu cliques sur ton PowerPoint. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est je vais mettre affichage, activer le mode plan et plan. Hop, Non, non, mais même s'il est petit, tu cliques juste sur ton PowerPoint. Et, voilà. enfin, tu fais partage d'écran et tu cliques sur ton PowerPoint. Alors, attends. Ah, zut, il ne veut plus sortir. Voilà. Alors, je clique sur le PowerPoint. OK. Pardon, excusez-moi. Alors, ça.
Hop, ça c'est bon. Voilà. Cliquez sur le PowerPoint. Alors, hop. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai vu. Ok. Partage d'écran. Alors, excusez-moi pour, pour la régie. Voilà. Et maintenant, je clique sur le PowerPoint. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, ça ne marche pas. Il faut que tu fasses d'abord partage d'écran. Tu cliques sur partage d'écran et tu vas voir ton écran. Et à ce moment-là, tu choisis ton PowerPoint et tu cliques dessus. Alors, j'arrête le partage. Ah, alors, attendez. Donc, hop, je fais maintenant partager l'écran. Et tu dois voir ton PowerPoint sur ton ordi. Voilà, c'est bon, ça marche. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà. Alors là, on va Voilà, regarder c'est bon. une des premières icônes que l'on connaisse. Alors, les icônes les plus anciennes qu'on ait, c'est à peu près 5e, 6e siècle, parce que à cause des crises d'iconoclasme, on a eu beaucoup de destruction d'icônes, donc on n'en trouve pas beaucoup d'anciennes. Alors, les plus anciennes, généralement, sont au Mont Sinaï. Donc, ici, on a une icône ancienne, une des premières, c'est Deux Martyrs, une icône du 6e siècle, une des plus anciennes qu'on ait. Et alors, on va regarder cette icône, on va y passer un tout petit peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, alors moi, je fais les schémas en cours. Euh, si je me place du point de vue sensible, j'ai deux monstres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité, si vous voulez, physique de ces personnages. Par exemple, il n'y a pas de front. Hein, l'ovale du visage est très, très faux. Et si je regarde bien, je vais me rendre compte que je n'ai aucune possibilité de reconnaître ces personnages. Je ne suis pas dans des représentations. Ils n'ont aucune vérité physique. Mais par contre, je peux reconnaître leurs idées. Car si je regarde bien, j'ai la forme de l'idée du visage, j'ai la forme de l'idée du nez, j'ai la forme de l'idée de la bouche, j'ai la forme de l'idée des yeux, mais je n'ai rien de vrai au niveau sensible. En vrai, l'icône invente quelque chose qui est très beau, c'est elle ne représente pas, elle est fidèle à l'interdit de la représentation, elle présente. C'est-à-dire qu'au fond, l'icône, alors je vais un petit peu simplifier, c'est une sorte de syncrétisme entre les idées platoniciennes, les eidos, qui veut dire indifféremment idée et forme, de manière assez symptomatique, enfin signifiante. L'icône ne représente pas, elle présente les personnages qu'elle met en scène. Alors, je vais passer à une autre image, par exemple, qui est extrêmement célèbre, une vierge et la vierge de Vladimir, vierge et l'enfant, 12e, 11e, ça dépend, il y en a beaucoup. Et là, on voit que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité physique du personnage. Hein. Évidemment, personne ne croisera un visage tel que celui-ci dans la rue, ça n'existe pas. Ce que nous voyons là, c'est la forme de l'idée du visage, la forme de l'idée de l'œil, la forme de l'idée du nez, la forme de l'idée de la bouche. Et l'icône va quand même travailler, va constamment travailler comme ça, elle va mettre au point peu à peu un système iconographique extrêmement rigoureux, dans lequel on n'aura jamais de représentation. La représentation arrivera dans les icônes tardives, mais dans les premières icônes, on n'a que de la présentation, ou autrement dit, une solution plastique qui consiste à remplacer la forme des choses par la forme des idées des choses. Les idées des choses, ou autrement dit les prototypes, pour en revenir à ce que j'expliquais auparavant, elles apparaissent dès notre premier âge, elles apparaissent vers, alors ça dépend, mais en gros, pour les idées de visage, c'est dans nos premières semaines de vie, elles vont nous accompagner toute notre vie, jusqu'à notre mort. Ce sont des universaux, nous les avons tous en nous, elles sont communes à tous les hommes, il n'y a pas de distinction de culture, d'âge, de compétences, etc. Il y a certaines maladies ou graves où on n'a pas ces formes-là, mais c'est extrêmement grave, soit suite à un accident, soit des troubles mentaux extrêmement graves. Mais on va avoir, si vous voulez, eh bien, avec les icônes, cette communication avec cette forme des idées des choses qui sont là depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Voilà comment les icônes vont faire. Elles vont respecter l'interdit de la représentation. Elles ne vont jamais nous représenter Dieu ou les saints, etc. On ne pourra jamais dire, en regardant une icône, ah ben, Dieu est comme ci, comme ça, etc. On ne pourra jamais l'attribuer. On ne pourra jamais procéder à une idolâtrie. Ça n'est pas possible, car la forme de l'idée ne nous dit rien d'autre que l'idée.
Et on aura de cette façon-là une production surabondante d'icônes qui va commencer au 5e, 6e siècle, grosso modo, je simplifie un petit peu, et qui va continuer dans la pureté de la forme des idées des choses jusqu'au 12e siècle. Pour répondre à une deuxième question de Bernadette, la première c'était comment ça marche, en gros, la deuxième c'était est-ce que c'est l'orthodoxie? Alors en gros, on va dire de manière simple, c'est le bassin méditerranéen, d'une manière sans rentrer dans les questions des religions, etc. Le bassin méditerranéen dans son ensemble, du 5e au 12e siècle, fonctionne avec le schéma que je viens d'évoquer. Et c'est tout le bassin méditerranéen. Hein. Vous avez, par exemple, on peut même aller assez loin, vous avez les fameuses églises enterrées en Éthiopie, par exemple, vous retrouvez les codes, ce que je vais appeler les codes byzantins par commodité, pardon, c'est-à-dire des icônes avec non pas la forme des choses, ce qui arrivera plus tard à partir du XIIe siècle, mais avec la forme des idées des choses. On peut en voir une autre, si vous voulez. Voilà, par exemple, Saint-Serge, hein, qui est une très très belle icône, là aussi très ancienne, 5e, 6e, où vous voyez que vous avez effectivement là encore simplement la forme de l'idée d'un visage, vous êtes en relation avec les idées du regard, du nez, de la bouche, des cheveux, etc., sans pouvoir qualifier à aucun moment le visage qui est devant vous comme le visage de X, Y ou Z. C'est l'idée de Saint-Serge, l'idée du visage, l'idée de l'œil, l'idée du regard, très belle ici, qui nous sont communiquées. Nous sommes là aussi dans de la présentation, sans représentation. Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que tu veux reposer une question, Bernadette, ou est-ce que tu veux que je continue? Écoute, non, non, c'est parfait. Je me souviens que tu expliquais aussi d'ailleurs que les auteurs d'icônes s'entraînaient et on avait retrouvé des planches où on ne voyait que des yeux, que des nez, que des bouches, pour être bien sûr que tout soit très standardisé. Ah, dis donc, je suis ravi d'avoir une étudiante aussi qui est telle mémoire. Merci beaucoup. Alors, effectivement, ce n'est pas acquis de faire la forme d'une chose, la forme d'une idée, pardon, de façon à ce qu'elle soit parfaite. Et dans l'icône, alors il faudrait que je rentre dans les détails, mais il y a un énorme travail qui est le travail de la perfection, c'est-à-dire on va faire des formes d'yeux pendant des pages et des pages, des formes de bouche pendant des pages et des pages, jusqu'à ce qu'à un moment on dise, c'est la bouche. C'est l'œil, c'est le nez. C'est pas le nez trop gros, c'est pas le nez trop fin, c'est le nez. C'est pas l'œil trop grand, c'est pas effilé, c'est pas le, c'est l'œil. C'est vraiment les idées platoniciennes, au fond, qu'on va rejoindre à travers l'icône. Il y a un très, très beau travail. Alors, il faudrait que j'ai plus de temps. Non, je fais des schémas en cours, je montre ça, etc. Parce que ça, c'est quand même un parti en tant que plasticien. Alors, vous avez dans l'icône, vous avez, si vous voulez, deux choses qu'on peut, par rapport à ta question, Bernadette. Vous avez d'abord ce qu'on va appeler la forme parfaite, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura la forme d'une idée d'une chose, elle sera irréprochable. On ne pourra donc pas qualifier, il ne faut pas qu'on puisse dire, regardons Saint-Serge, ah, il a un nez comme ça, ah, il a une bouche comme ça. Donc, on va avoir la forme parfaite. Et on aura aussi une chose qui est très, très belle dans l'icône, alors je vais en montrer une autre si vous voulez, c'est on aura les placements parfaits aussi. C'est-à-dire que dans l'icône, l'icône est atopique, comme le sont les idées, c'est-à-dire que non seulement la forme sera ce qu'elle doit être, donc encore une fois, l'œil qui est l'œil, la bouche qui est la bouche, le nez qui est le nez, et elle est à son placement parfait aussi. C'est-à-dire que dans une icône, vous n'avez pas de haut, vous n'avez pas de bas, vous n'avez pas de gauche, vous n'avez pas de droite. L'icône est un objet sensible, mais qui n'appartient pas au sensible. Elle est là, elle se montre à nous pour nous amener vers le suprasensible, pour aller dans le monde des idées, pour remonter vers la transcendance. Elle n'est pas du tout là pour rester dans le monde sensible et avoir un lieu. En quelque sorte, elle n'a pas lieu d'être. C'est beaucoup plus tardif, ce seront les icônes tardives, pardon, qui vont avoir des sols, qui vont avoir des paysages, etc. Dans les premières icônes, on a un fond d'or qui empêche, qui n'est pas là par hasard, qui empêche toute illusion figurative. Si je rentre dans les détails, c'est ce qu'on appelle une distanciation. Et puis, vous avez des placements parfaits et des formes parfaites qui fait que l'icône est un objet sensible, mais qui va nous amener vers le monde suprasensible des idées, essayer de quitter le plus vite possible le monde sensible, qui n'est qu'un intermédiaire, parce que tel que je l'ai évoqué très rapidement en introduction, entre le sujet et son créateur, la créature et son créateur.
Alors, quelque chose qui pourrait être intéressant, attendez, je surveille l'heure. Oui, c'est bon. C'est Quelque bon. chose de très intéressant dans l'icône, c'est que, à mon avis, l'icône remplit deux fonctions. Deux fonctions. La première fonction, enfin, il y aurait beaucoup à dire, donc c'est une fonction de présentation. Elle est là, on sait qu'elle va être très importante dans la diffusion du message chrétien parce que tout le monde ne sait pas lire. Et bon, c'est important de voir les différentes images qui attestent des saints, etc. Donc, elle a cette fonction-là. Bon, donc, on produit des images, c'est important. On produit donc des présentations. Et soyons rigoureux, ce ne sont pas des représentations. On peut voir des très beaux travaux de Marie-Josée Monza là-dessus. Bon, bref. Et puis, il y a une deuxième chose qui est très belle dans l'icône et qui fait que j'ai mis du temps à le comprendre d'ailleurs, hein, et qui fait que j'y suis attaché, c'est la question de l'amour. C'est la question de l'amour. Alors, quelqu'un qui serait très intéressant ici, c'est Emmanuel Levinas. Pourquoi? Quelque chose qui est très intéressant, au fond, je vais expliquer comment marchent les icônes aussi du point de vue quand même, de cette question qui n'est quand même pas négligeable, qui est la question de l'amour. Vous avez une phrase de Levinas qui va me servir d'appui, qui est la suivante. On ne connaît pas la couleur des yeux des gens que l'on aime. Que veut dire cette phrase? Eh bien, ça veut dire que, alors c'est toute la pensée de Lévinas que je vais essayer d'évoquer très rapidement ici, lorsque on a une relation amoureuse avec quelqu'un, on ne va pas avoir une relation, si vous voulez, de chosification de l'autre, au sens où on ne va pas, si vous voulez, s'arrêter à une apparence visible qui fait que on tiendrait cette personne dans une représentation. On dirait, au fond, celui-là, je le connais, il a telle figure, etc., etc. Ce qui est toujours, voir la pensée de Lévinas, voir beaucoup d'autres pensées, une sorte d'assignation et de chosification. Lorsque je fais de l'autre, on va le dire, mal, brièvement, un objet, au fond, je suis dans quelque chose qui n'est pas franchement amoureux. Et je pense que l'interdit de la représentation est aussi de cet ordre-là. C'est-à-dire, il s'agit, soit pour le Dieu, soit pour le prochain, l'être aimé, de ne pas l'enfermer dans une représentation, de ne pas l'enfermer. Or, l'icône, justement, est quelque chose qui refuse la représentation, ou ce qu'on pourrait appeler, presque en termes freudiens, la projection, l'assimilation. C'est un objet, on aime se promener dans des tableaux figuratifs, on aime les pensées, on aime, entre guillemets, les chosifier. Ils sont là pour ça. On rentre dans un tableau de la Renaissance, l'image nous appartient d'une manière générale. Ici, la présentation réfute cette projection-là. Je n'ai rien à dire de la présentation. Je regarde, je contemple, mais je n'ai pas ma place dans le tableau. Je n'ai pas de pouvoir sur celui-ci. Je n'ai pas de commentaire à faire. L'œil est l'œil, la bouche est la bouche, la Vierge est la Vierge, le Saint est le Saint. Et ça s'arrête là. Et je pense que c'est quelque chose qui est très très important. Alors vous avez un beau livre d'Alain Finkielkraut qui explique bien ça, qui est La sagesse de l'amour, un livre que je conseille aux étudiants. L'icône, non seulement présente, mais en présentant et en refusant la représentation, elle nous met à l'épreuve de ce qu'on pourrait appeler le regard amoureux, c'est-à-dire un regard qui ne peut pas juger, qui doit constater, qui doit admirer, mais qui ne peut pas aller plus loin. Je n'ai pas de commentaire à faire sur l'icône. Je ne peux pas dire c'est trop loin, c'est trop ci, c'est comme ça, c'est ça. Et ça, je pense que ça, c'est la très grande force de l'icône. C'est dur à voir pour nous, j'en conviens, mais je crois que c'est l'enjeu. Je ne sais pas si je suis clair, j'espère que je ne Oui, suis oui, pas pour des oui, choses. oui, tout à fait. Mais alors justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer, puisque tu dis que tu étudies surtout celles qui ont été réalisées entre le 5e et le 12e siècle, est-ce qu'il y a une évolution entre le 5e et le 12e? Qu'est-ce qui va se passer ensuite au 12e? On en a discuté ensemble. Moi, je t'ai dit que je n'aimais plus du tout les icônes que j'avais vues à Moscou et qui sont celles qui sont très marquées par la peinture occidentale, donc à partir du 14-15e siècle. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors, c'est vraiment une excellente question, parce que ça va me permettre de raisonner un peu par l'absurde. Alors, je vais essayer de vous trouver. Alors, où est-ce que je les ai mises? Excusez-moi. J'ai un diaporama qui est très complet. Je vais vous montrer. Oui, on va trouver ça. Alors,
Alors, on va regarder, si vous voulez, je vais vous mettre une autre image qui est Saint François d'Assise recevant les, les, les stigmates. Hein. Et là, on va être, si vous voulez, ou attendez, ou alors, je vais peut-être, excusez-moi, je vais peut-être prendre Cimabue. Je vais prendre Cimabue, une Vierge en Majesté. Je vais prendre Cimabue, ce sera plus facile. Une Vierge en Majesté, on est là, justement au virage où l'icône va quitter la présentation pour aller vers la représentation. Qu'est-ce que nous voyons? Alors, il faudrait avoir l'icône précédente, j'espère que je ne vais pas trop vite en tête. On voit que tout d'un coup, il y a un sol, que tout d'un coup, il y a une scène, que tout d'un coup, il y a une perspective, que tout d'un coup, il y a des gens qui sont devant et derrière, que tout d'un coup, il y a des actions. Et là, si vous voulez, j'ai les caractères superficiels de l'icône. J'ai de l'or, j'ai des auréoles, j'ai des anges, j'ai un sujet religieux, etc. Mais je suis déjà dans un autre monde. Je suis dans un monde dans lequel je peux prendre place, il y a un sol. Je suis dans un monde dans lequel je peux faire des commentaires. Je peux trouver que eh bien, les drapés sont tout à fait charmants, il y a des rythmes. Je peux trouver, j'ai matière à réfléchir, commenter, circuler dans le tableau. J'ai quitté, en vrai, le monde de la présentation. On est déjà dans un autre monde. Il y a devant, derrière, gauche, droite, etc., perspective, action. Et là, je peux me glisser dedans et je peux faire des commentaires. Je peux, si vous voulez, avoir ma place dans ce tableau, être un des protagonistes. Tout à l'heure, nous avions un vis-à-vis, une frontalité absolument impitoyable, une contemplation qui ne pouvait être qu'une contemplation, et il faudrait que j'explique comment l'icône est faite matériellement, les jeux lumineux, etc. À l'appui de ça, mais je n'ai pas le temps. Et là, au contraire, on a un endroit où je peux m'installer, où mon regard peut pénétrer, où j'ai matière à être un des protagonistes de la scène, et je suis déjà dans un autre monde. Je suis là, dans le monde de la représentation. J'ai quitté le monde de l'icône. Et à partir du 12e, alors je cherche, là je suis étonné, je ne trouve pas une icône que je voudrais voir. À partir du 12e siècle, eh bien, j'aurai eu des icônes qui sont très très différentes. L'icône de la présentation, pour l'essentiel, finit au 12e siècle. Hein. Alors, je vous montre par exemple une icône, j'ai trouvé celle que je voulais, une icône du 13e siècle, la dormition de la Vierge, icône du XIIIe siècle, eh bien, nous voyons que là, nous avons en vrai une icône qui a une apparence d'icône, mais qui est très très loin de ce que je vous ai montré. Vous avez un sol, vous avez un paysage, vous avez même un ciel hein, au fond. Nous sommes ici, nous sommes pourtant qu'au XIIIe siècle, hein, nous sommes ici dans le monde de la représentation. Alors évidemment, je peux dire énormément de choses, je peux parler en long, en large des personnages, de leurs actions réciproques, ils sont extrêmement caractérisés, il y a des quasi-portraits, il y a une perspective, etc. etc. En Et alors, vrai, comment tu l'expliques ce passage au 12e? alors, ouais, là, on sait que, alors, je peux pas le faire. On sait que j'aurais pas le temps. On sait qu'au 12e, il y a une énorme transformation de l'Occident chrétien, que c'est en gros les sciences et les techniques qui vont arriver. Quelque chose qui est très important, mais là je suis obligé de parler de choses, il faudrait beaucoup plus de temps. Quelque chose qui est très très important, c'est l'arrivée d'Aristote. Hein. Nous étions chez Platon. Aristote va arriver surtout au XIIe siècle. Platon a été retrouvé grâce au texte arabe et nous étions dans un syncrétisme. Platon, christianisme, là on va être Platon, christianisme et Aristote. Et au XIIe, je vais le dire très vite, très mal, en gros c'est déjà l'après-Renaissance, le monde des sciences et des techniques, etc. Et on a alors il faudrait que je vous explique même comment techniquement d'ailleurs l'icône va changer. Et là, on a déjà quelque chose, si vous voulez, vous avez des plans derrière, vous avez déjà quelque chose qui est très, très différent. Très différent. Alors, quelque chose qui va être très important et qui est symptomatique de cette transformation, c'est pas du tout hasard, hein, c'est le passage du roman au gothique, par exemple. Tout ça est très congruent, hein, ça fonctionne tout à fait. Hein.
Alors, ce qui est intéressant, je surveille l'heure, hein, c'est que, en gros, on peut dire que le christianisme, à la différence de l'islam, à la différence du judaïsme, même si je vais un peu vite, même s'il y aurait des choses à dire un petit peu, il y a des contre-exemples, mais en gros, à la différence, le christianisme fait rentrer l'image dans sa religion avec le système de présentation que je viens d'expliquer, c'est-à-dire non pas la forme des choses, mais la forme des idées des choses. Et 12e siècle, on va dire, le loup est dans la bergerie, et on va aller de plus en plus vers la représentation. Voilà ce qui va se passer. Historiquement, 5e, 12e présentation, 12e période charnière, et il y a effectivement beaucoup de choses qui vont tourner autour de ça. Le passage roman-gothique est extrêmement important, beaucoup d'autres choses par rapport à ça, les progrès techniques aussi d'ailleurs. Et à partir du XIIe siècle, c'en est fini de l'icône de la présentation. Nous sommes uniquement dans des représentations. Alors, les icônes ne sont pas belles, hein, mais c'est un autre monde. Est-ce que c'est pas dû aussi peut-être à une évolution, on n'en avait pas discuté, dans la théologie et l'insistance peut-être davantage sur l'incarnation du Christ. Et dès lors que le Christ, Dieu s'incarne, on peut le représenter. Alors Alors, qu'on n'avait pas la même insistance peut-être auparavant. Oui, c'est très très compliqué. Là, je vais pas être sur mon terrain. Effectivement, alors, ce qui permet l'image, un des arguments alors, pour moi, plasticien, ce qui permet l'image, c'est donc une solution plastique. Bon. Après, d'un point de vue théologique, évidemment, ce qui va permettre l'image, hein, c'est le Christ. Qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Et il y aura des débats sans fin autour de. Alors, on connaît les débats du Moyen Âge autour de la nature du Christ, hein, Dieu, etc., l'arianisme, le dorianisme, etc. Bon, ça, on connaît ça. Effectivement, alors c'est compliqué, hein. Effectivement, la question de l'incarnation, la transsubstantiation sont extrêmement importantes, notamment en peinture. Notamment en peinture. Je peux pas répondre à la question dans ce cadre-là, mais c'est sûr, c'est important. Alors, Alors, ça sera très, très important, notamment au moment du caravagisme, etc., lorsqu'on est en pleine querelle lorsqu'on est en plein dans une certaine qualité de représentation, effectivement. Effectivement. La théologie, évidemment, accompagne, mais là, je ne peux pas le faire, les évolutions que je viens de donner. Et- alors, écoute, comme je sais que, mais on a le temps, mais comme je sais quand même qu'on est un petit peu pressé ce soir, est-ce que tu peux nous parler maintenant des évolutions et des conséquences de ce que tu viens de nous expliquer pour bien les icônes de nos jours? Alors, ce qui est très intéressant, je vais aller très vite, hein, j'ai qu'une heure, et ce qui est très intéressant, au Tu fond, reviendras, tu reviendras. merci. Ce qui est très intéressant, c'est que au fond, l'icône va être employée sans qu'on le sache. C'est une écriture extrêmement puissante, puisque c'est un universel, puisque c'est la forme des idées des choses, et nous avons tous une forme des idées des choses sous les formes des prototypes. Et alors, une des conséquences extrêmement amusantes, je le fais en cours là, c'est que vous savez tous que il y a une bande dessinée qui a eu un succès absolument planétaire, qui est traduit dans tous les pays, qu'on a tous vu quand on était enfant, et on a tous, je crois, une expérience très forte de cette bande dessinée, hein. C'est Tintin. C'est Tintin. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Tintin, je n'ai pas la planche là, mince. Si Ah, tu l'as désolé, en hauteur, en haut, je l'ai mise, elle Tintin. est assez haut dans tes icônes, oui. Tu as vu? Ah oui, tu es plus forte que moi. Alors, j'espère que j'aurais pas. Voilà. Oh, pardon, merci Bernadette. Oui, Tintin, par exemple, alors, quelque chose qui est remarquable, hein, c'est que chez Tintin, vous avez la forme des idées des choses, la forme parfaite et le placement parfait. J'ai pris une très belle page de Tintin, hein, l'affaire Tournesol, et ce que nous voyons chez Tintin, alors c'est pas hasard si Tintin, hein, c'est la tête à Toto. Tintin, c'est la tête à Toto avec une houppette. Vous ne pouvez pas imaginer une forme de visage, une forme, pardon, de l'idée du visage plus forte que la tête de Tintin. C'est pas possible. Donc Tintin, c'est une bande dessinée qui va se tenir au plus près des prototypes, qui va utiliser absolument la forme parfaite de l'icône. Je vous mets au défi de trouver une case de Tintin dans laquelle vous allez pouvoir vous dire ça n'est pas l'idée, c'est trop grand, c'est trop petit, etc. J'en ai jamais vu pour ma part. C'est toujours absolument parfait. C'est vraiment le langage de l'icône. Et je vous mets au défi de trouver une case de Tintin dans laquelle vous n'avez pas un placement parfait.
vous pouvez vous dire par rapport à l'idée que j'en ai, c'est trop haut, c'est trop bas, c'est trop à gauche, etc. Ça n'est pas possible. Alors, vous voyez d'ailleurs de manière symptomatique que vous avez chez Tintin quelque chose que vous allez voir dans l'icône, c'est-à-dire ce qu'on va appeler en bande dessinée la forme claire. Chaque forme est une forme idée, totalement étanche aux autres formes idées. Tintin est une bande dessinée qui reprend exactement le principe de l'icône. Des formes idées, des prototypes posés côte à côte, faits de manière absolument parfaite et placés parfaitement. Je m'explique le succès extraordinaire de Tintin. Vous connaissez peut-être la phrase assez célèbre de De Gaulle qui dit « Je n'ai qu'un rival, en gros, hein, sur cette planète en termes de célébrité, c'est Tintin. Hein ». Eh bien, ce succès, il est dû, à mon avis, à ce système que Hergé emprunte, je pense, en toute ignorance, aux lointaines icônes du 5e au 12e siècle. De la même manière que le succès de l'icône dans le bassin méditerranéen, parce qu'il est considérable, à mon avis, s'explique par la puissance de ce système de présentation qui touche nos universaux, touche nos prototypes et nous invite à une contemplation amoureuse. Parce que c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. J'ai essayé, là, dans l'heure, d'évoquer très rapidement à la fois le fonctionnement et les enjeux. Hein. Les enjeux, c'est donc accéder aux idées dans le, comment dire, dans le bonheur des idées. Moi, je me rappelle Tintin, enfin, je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez les uns les autres, c'était un bonheur ineffable que de lire Tintin. On était dans le monde de Tintin, on était vraiment dans Moulinsart, etc., etc., et c'est dû au système de l'icône. Et en même temps, on avait effectivement un rapport assez affectif à cette bande dessinée. C'est une contemplation qui va très très loin dans ce que nous pouvons engager, et je pense qu'effectivement, c'est un regard amoureux. Pour être tout à fait, pour donner un exemple un peu personnel, mais je crois qui permettra de bien comprendre l'enjeu de cette distinction entre la présentation et la représentation. Je me rappelle que petit, j'adorais Tintin et qu'on m'avait emmené voir un film qui s'appelait Les Oranges Bleues à l'époque, qui étaient des personnages grimés en Capitaine Haddock, qui en Tintin jouaient une scène de Tintin. Et on m'avait emmené tout petit, je devais avoir une dizaine d'années voir ce film-là. Et j'étais ressorti absolument scandalisé, blessé, parce qu'on avait représenté Tintin. Tintin qui pour moi était une idée pure, un jeune freluquet avec une mèche et un peu de gel s'était permis de jouer Tintin et donc d'abîmer mon idée de Tintin, de lui donner une voix, de lui donner une corpulence, etc. Ce qui m'avait absolument scandalisé. Ou autrement dit, je faisais l'expérience à 10 ans eh bien, ce passage que je viens d'évoquer entre présentation et représentation. Et bon, je n'ai rien fait de mal à qui que ce soit, mais j'étais totalement dans une position des gens qui trouvent que ça peut être épouvantable de représenter les idées. Voilà, voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à. Et alors, on va retrouver cette forme des idées, on va la retrouver beaucoup hein, dans certains passages de l'histoire de l'art. Alors, il serait très intéressant, ce serait un peu complexe, d'étudier le cubisme, par exemple. Vous avez, par exemple, dans des moments où on a vraiment beaucoup besoin de la forme de l'idée des choses et non pas de la représentation, vous avez ce langage de l'icône qui est utilisé, par exemple, beaucoup dans l'expressionnisme allemand, hein, où là, vous voyez très bien que c'est la forme des idées des choses, hein, et on va retrouver une forme idée, quelque chose de fermé, etc. Et un exemple peut-être que je pourrais dire canonique, c'est Guernica de Picasso. Hein. On est là totalement dans le langage de l'icône, c'est-à-dire forme des idées des choses. Évidemment, vous n'avez ici aucune réalité sensible, hein, évidemment. Hein, et vous avez, pareil, un CERN, des formes idées qui sont posées les unes à côté des autres. C'est un système de prototype qui est utilisé ici. Et il est très intéressant de voir que nous sommes là, pour Guernica, dans ce qu'on pourrait appeler l'interdit de la représentation, c'est-à-dire que c'est une scène épouvantable, bon, je ne reviens pas sur le contexte historique, est-ce qu'on peut se permettre d'illustrer une scène avec tous les dangers du voyeurisme, de l'anecdotique, etc. On veut un universel, on veut transmettre l'horreur, etc. Eh bien, on trouve le même système que l'icône pour présenter des idées et ne pas tomber dans le piège de la représentation. Ça, je trouve que c'est quand même très impressionnant, cette lointaine résonance du système des icônes
que l'on va retrouver dans une situation où, au fond, là aussi, il s'agit non pas de représenter ce qui serait toujours un peu anecdotique, ouvrir la porte à un petit peu de voyeurisme, etc., mais de présenter. Voilà, voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire sur une actualité du langage de l'icône qui revient de manière cyclique, hein. C'est un langage très fort, c'est un langage très puissant, c'est un langage qui engage, encore une fois, nos idées et quand même une relation amoureuse aux choses, non projective, non choséifiante. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui a été très important dans l'Antiquité et qui a une actualité aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire. Merci Pierre, mais je pense qu'on aura des questions. Tu as encore 5 ou 10 minutes. Est-ce que Oui, quelqu'un a une question? je vais prendre des questions parce que là, je vais très vite, hein. Je Voilà. suis peut-être. Alors, attends, je repasse en galerie. Si tu peux arrêter. Voilà, je fais la galerie. Est-ce que quelqu'un lève le doigt ou Hop, fait, j'arrête. oui? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Il suffit que vous fassiez réaction en bas. Oui, Dominique Driot. Oui, bonjour. Donc, c'est très intéressant et je pense que l'analyse psychologique, si on peut dire, de celui qui regarde des icônes, soit au sens strict, soit par exemple au Guernica, je trouve que c'est très intéressant. Mais je voudrais poser la question de l'influence de la crise iconoclaste sur la manière de peindre les icônes. Parce que l'icône la plus célèbre du Christ Pantocrator est celle du monastère Sainte-Catherine du Sinaï. Et cette magnifique peinture représente le Christ de manière humaine et pas du tout abstraite, comme si c'était un homme. Et ça rappelle d'ailleurs les peintures du Fayoum, de l'Égypte romaine, sur les momies. Il me semble que la crise iconoclaste au 8e siècle a abouti d'abord à la destruction d'un nombre considérable d'icônes et qu'après, on a affaire, bien sûr, à des prototypes, mais à des stéréotypes. Et des stéréotypes contrôlés par le magistère ecclésiastique, puisqu'on ne peut pas écrire. Alors, ma question, c'était, est-ce que, avant la crise iconoclaste, donc, puisque le Christ Pantocrateur serait du 6e, est-ce qu'on n'avait pas affaire à des peintures réalistes d'une certaine façon, mais que pour insister sur l'idée de ne pas adorer les images, on est à les stéréotypes intéressants qui correspondent à des prototypes. Ces stéréotypes se sont développés après la crise. Alors, c'est ma question. C'est tout. Arrête-toi là. Arrête-toi là parce qu'on n'a plus le temps sinon pour la réponse. Il doit partir. Oui. Alors, je ne comprends pas la différence que vous faites entre stéréotype et prototype. Eh bien, le Christ que vous connaissez, Pantocrator du mont Sinaï, est une magnifique peinture réaliste. On voit vraiment un homme. Alors, c'est une présentation d'un homme. C'est une présentation d'un homme. C'est pas. Alors, c'est assez complexe parce que si vous voulez, l'icône va vaciller. Alors, je mets les portraits du Fayoum dans le cours que j'ai, en vrai. Parce que les portraits du Fayoum sont un mélange entre de la présentation et de la représentation. En vrai, ils sont à cheval sur les deux. Dans un portrait du Fayoum, vous avez à la fois du portrait et du prototype. Et en vrai, l'icône va puiser dans le Fayoum et retenir la part du prototype. Mais c'est un mélange très subtil entre les deux. Dans le Christ Pantocrator, c'est un peu la même chose. Il y a des restes, etc., un petit peu, mais on est quand même surtout du côté du prototype. Attention à une chose. La forme de l'idée de la chose veut dire que on a à la fois la tête à Toto, donc plus un attribut qui permet de reconnaître. C'est la suce d'Hergé, par exemple. C'est une tête à Toto, je pense que c'est ce que vous appelez un prototype, plus une houppette. À quoi sert la houppette? À reconnaître Tintin comme Tintin. Mais on ne sort pas du prototype. Et donc, dans les icônes, vous allez avoir chacun qui aura un signe distinctif. D'accord? Les couleurs sont codées, etc. Les gestes sont codés, et patati et patata. L'un tel a une barbe, etc. Mais pour l'essentiel, alors c'est toujours un peu des vacillements, hein, mais pour l'essentiel, on reste dans un monde de prototypes. Pour l'essentiel. Pour l'essentiel. C'est pas toujours parfait,
mais c'est quand même ce vers quoi on tend. Bon, on arrête là peut-être parce que, encore une petite question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Alors, non? Dominique, je sens que tu vas en poser encore une, mais vite. Non, non, ce n'est pas une question, c'est pour dire que, enfin, si vous ne le savez pas, donc dans la chapelle Saint-Joseph, là, rue Paul-Louis Land, qui est dévolue à l'Église orthodoxe roumaine, un ancien prof des beaux-arts devenu diacre orthodoxe a peint des magnifiques peintures dans le style, je ne dis pas que ce sont des icônes, enfin dans le style traditionnel. C'est vraiment une merveille. On peut y aller lors des offices ou lors de la journée du patrimoine. C'est un Alors, travail artistique remarquable. je sais, hein, j'ai vu, hein, c'est très gentil, c'est très gentil. Alors après, je pense que, sans remettre en cause qui que ce soit, hein, je pense que les procédés de fabrication de l'icône sont euh, très complexes, très codés, etc. C'est difficile pour nous aujourd'hui d'en faire. C'est très difficile parce que ça s'inscrit vraiment dans un système extrêmement complet. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, hein, mais c'est loin de nous quand même. C'est loin de nous. Il y a vraiment, techniquement, il y a vraiment des impératifs. Je vois beaucoup de choses qui s'approchent des icônes. C'est très rare que j'en vois. Ouais, faites réellement. Voilà. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, que je ne suis absolument pas critique, hein. Mais il y a vraiment, du point de vue technique, du point de vue iconographique, c'est extrêmement strict, hein. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michel, oui, allez, ouvrez votre micro. Tout à fait en bas à gauche de l'écran, Michel. Micro, Ouvrez voilà. votre micro. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, merci beaucoup. Vous nous avez parlé d'une plaque, enfin d'une vue montrant des images de Dieu, de bouche, de nez. Est-ce que par hasard vous l'auriez dans votre diaporama? Alors, les premières icônes que je vous ai montrées, c'est ça, hein. Les premières icônes, c'est vraiment, je peux en remettre une si vous voulez, hein. C'est vraiment, alors en cours, je le fais avec un feutre et je dessine sur le tableau, hein, en même temps, etc. Je vais vous remettre une des premières si vous voulez. Alors, il faut que je refasse un Oui, mais part. tu nous avais montré, il me semble, des planches qu'on avait retrouvées. Voilà, Oui. Alors, des planches d'études ah, de non, Dieu, de nez, de bouche. excusez-moi, j'ai mal compris votre question. Non, je les ai pas là. Non, Ah non, bon, non, 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 non. Désolé, désolé, non, non. merci. C'est des livres d'exercice, hein, où on fait, si vous voulez, on fait des yeux, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de bien. Voilà, voilà, hein, voilà. Du point de vue d'un plasticien, on se rend compte que c'est un tour de force d'ailleurs, hein, d'arriver à trouver, mais c'est toute la force d'Hergé, qui est vraiment un maître de la perfection par rapport à cette question-là. C'est vraiment, comme je l'ai dit, je ne vois pas une planche de Tintin qui ne serait pas parfaite de ce point de vue-là. Ouais. Les crayonnés d'Hergé, d'ailleurs, sont très intéressants, hein, par rapport à ça. Et c'est une conjonction qui est très belle, d'ailleurs, finalement. Bon. Écoutez, si plus personne nous pose de questions, l'idée, ça serait de te faire revenir pour qu'on ait une nouvelle présentation, parce que c'était un petit peu court, évidemment, puisqu'on est tenu par l'heure, mais c'est passionnant, donc tu pourrais peut-être une autre fois nous faire des commentaires d'icônes, puisque je sais que tu en as des centaines dans ton fond, même des gens qui sont dans le PowerPoint et tout ça. Voilà, en tout cas, écoute, je te remercie, je vous remercie à vous tous. Alors, comme je l'ai dit dans le mail, je ne crois pas pouvoir refaire un entretien avant fin juin, mais je vous invite à venir au congrès du mi-juin. Je vous enverrai le programme. Il est déjà en ligne. Et en tout cas, on se reverra à la rentrée. Voilà. Donc, je dis au revoir à tout le monde et merci et bonne fin de printemps. Voilà. Au revoir et merci Pierre encore une fois. Je voulais montrer une dernière image, c'est possible, Ah, Elisabeth? oui, tout à fait, vas-y. Alors, je vais vous montrer une dernière image pour que. Alors, je vais très vite, mais je vais vous montrer une dernière image qui me tient à cœur, qui bouclera un petit peu ce qu'on a fait. Alors, partager l'image, il faut que je partage, hein, tu m'as dit. Et Partager tu cliques sur l'image, voilà. Voilà, est-ce que vous la voyez? Elle va arriver. Oui, voilà, oui.
Alors, je vous montre juste une image. C'est une image, alors c'est pas une icône, bien sûr, c'est une image que j'ai prise dans un film qui s'appelle Grâce, que j'ai fait au moment du Covid. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est quelqu'un qui était, vous savez, ce qu'on appelait les premières de corvée au moment du Covid, ces gens qui étaient là pour nous servir. Et cette dame, elle vient d'enlever son masque alors qu'elle travaillait en boulangerie au moment du confinement. Et si on regarde bien ce visage qui est grave, ce visage d'un moment quand même qui était un moment important, regardez bien, regardez-le longtemps, et vous verrez que vous avez, dans ce visage qui se repose, vous avez l'icône qui est là, c'est-à-dire vous avez la forme de l'œil, vous avez la forme, etc. Lorsqu'on a une certaine, comment dire, lorsqu'on est une certaine présence à soi-même, on a cette qualité du visage qui revient, qui se repose sur ces prototypes. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois. Je vois que là, c'est une photo entre guillemets d'icône. Vous voyez? Hein, je suis vidéaste aussi et musicien, et donc dans les films que je fais, on nous trouvera souvent des visages comme ça qui ont, dans le moment de la danse, dans le moment, ici, ça c'était un moment quand même, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre du repos, il y a quelque chose, j'aime bien finir là-dessus. Et il y a pour moi quelque chose de l'ordre de l'icône, hein, la forme du nez, l'idée de la forme de l'œil, etc. Nous revenons Bouche. Oui, oui, la oui, bouche aussi. l'idée de la forme de la bouche. On pourrait, si j'avais beaucoup plus de temps, je superposerais ça. Voilà, si vous voulez finir par ça, une image de l'un. Merci. Merci infiniment, Pierre, et à une prochaine fois. Voilà, Merci. à tous Merci. pour votre écoute.